Nous avons vu dans la vidéo précédente que le premier défi de l'entreprise du XXIe siècle, soulevé par le fait religieux, est d'être capable d'assumer son rôle politique, d'être capable de remplir ce rôle dans le respect bien évidemment de la démocratie et de l'organisation sociale, d'être capable donc de prendre des décisions courageuses et d'assumer des positions courageuses face aux grandes questions de société qui se posent et qui interpellent l'entreprise. Deuxième grand défi, je crois, qui se pose à l'entreprise du XXIe siècle, c'est la question de la personne. C'est le fait que le fait religieux, à travers le fait religieux, on a vu qu'il pouvait être très différent, ce fait religieux, qui pouvait renvoyer à de la tradition, qui peut renvoyer à du communautarisme, qui peut renvoyer à un certain nombre de choses, mais qu'il peut aussi renvoyer à la spiritualité, qu'il peut aussi renvoyer à la foi de la personne, il peut donc aussi renvoyer à la vision que la personne a d'elle-même, a du monde, a des autres. Donc, dans le fait religieux, lorsqu'il se présente au travail, il faut aussi voir une tension entre le rôle professionnel de la personne, ce qu'il est en tant que professionnel, et puis ce qu'il est en tant que croyant et en tant que pratiquant. La question du fait religieux, c'est aussi la question de l'articulation entre la pratique professionnelle et ce qu'est la personne, entre le professionnel et la personne. Alors, pour commencer à fouiller un peu cette thématique-là, assez rapidement, bien évidemment, je voudrais me référer à Florence Aubenas, à son ouvrage Le Quai de Ouistreham. Alors c'est un ouvrage, peut-être que vous l'avez lu, c'est un ouvrage qui est un ouvrage de témoignage de la part d'une journaliste, Florence Aubenas est une journaliste, un ouvrage dans lequel elle témoigne d'une expérience qu'elle a menée en se faisant passer pour une travailleuse précaire en Normandie pendant plusieurs mois. Son objectif était de se présenter comme quelqu'un qui n'a aucune expérience et aucune qualification, de chercher un emploi et puis d'essayer de trouver un contrat à durée indéterminée qui lui permette donc d'avoir une position professionnelle stable. Alors ça n'a pas été évident pour elle et elle est restée plusieurs mois à la recherche de ce travail en enchaînant les CDD, en enchaînant les petits boulots, en enchaînant les missions, principalement dans le domaine du nettoyage industriel, etc. À la fin de son ouvrage, elle a une discussion avec une de ses collègues qui fait le même type d'emploi qu'elle. Et elle dit, voilà, au terme de cette expérience, si je fais le bilan, pour elle comme pour moi, ça a été la même chose. On a sans arrêt travaillé, sans jamais avoir de travail. Et je crois que cette phrase de Florence Aubenas, encore une fois, il faut la prendre avec du regard critique, bien évidemment. Cet ouvrage n'est pas un ouvrage scientifique, d'analyse scientifique, mais c'est simplement un témoignage, parfois sans doute un peu romancé. Et néanmoins, cette phrase-là est lourde de sens. Elle est lourde de sens parce qu'on pourrait avoir l'impression, aujourd'hui, lorsqu'on analyse le fonctionnement des entreprises, qu'on a effectivement du travail, mais de moins en moins de travail, au sens d'un travail qui serait défini véritablement comme une activité humaine qui implique la personne en tant que personne humaine. Ça suppose de définir ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais cet appauvrissement, en quelque sorte, d'un travail qui se réduirait simplement à la réalisation de tâches, simplement à l'utilisation des compétences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être des individus, des personnes, c'est peut-être le creuset de ce qu'on peut observer lorsque l'on regarde les espaces de travail, lorsqu'on regarde les ateliers, lorsqu'on regarde les plateaux de travail, etc., les bureaux, etc. C'est-à-dire une implication qui est une implication limitée de la part des individus. Parfois même une désimplication. Davantage une implication dans leur carrière, dans leurs objectifs personnels, qu'une implication dans l'entreprise. Une implication dans l'entreprise qui va très souvent être restreinte au collectif de travail, être restreinte à la mission, être restreinte au projet. Mais on va s'investir dans sa carrière et dans sa trajectoire, une carrière et une trajectoire qui va passer d'une entreprise à l'autre de plus en plus. On parle même, c'est assez signifiant, de carrière nomade aujourd'hui, plutôt que dans une entreprise sous la forme d'une carrière organisationnelle un peu à l'ancienne, où on faisait sa vie professionnelle dans une entreprise en accompagnant le projet d'entreprise. Aujourd'hui, une implication de plus en plus, si j'exagère, pardonnez-moi, une implication de mercenaires en quelque sorte. Des comportements déviants qui sont de moins en moins considérés comme des comportements transgressifs, mais de plus en plus comme une espèce de déviance ordinaire, bénéfique, et où chacun fait un petit peu ce qu'il veut au travail. Une incapacité finalement de l'entreprise à imposer des normes de comportement à ses salariés, à leur transmettre ce qui serait une organisation du vivre ensemble, une organisation du travailler ensemble. Un individualisme des personnes de plus en plus poussé, où le travail en commun est vécu de manière utilitariste, mais où on fait de moins en moins équipe, en quelque sorte. Et puis, pour tout un tas de salariés, de plus en plus, la mise en avant d'une perte de sens, d'une incompréhension
projet de l'entreprise, de à quoi sert véritablement mon travail, ce qui à l'extrême aboutit, on l'a vu avec des cas relativement dramatiques, à une déstabilisation des salariés. On peut aussi voir là, le lien est fait par tout un tas de travaux, je pense aux travaux de Mathieu Deschessart par exemple sur la santé au travail, entre les questions de santé mentale au travail, de burn-out, etc. Et puis cette perte de sens, ce sentiment d'être enfermé dans les contraintes de l'entreprise sans vraiment avoir de capacité à agir sur elles et sans les comprendre et sans avoir d'espace pour les discuter et les négocier. Or, cette entreprise qui propose de plus en plus un travail appauvri, un travail sous forme de tâches, on l'a dit déjà à de nombreuses reprises, est au cœur de la société libérale. On retrouve le travail et l'entreprise comme moteur. Donc l'entreprise doit peut-être se poser la question de son rapport à ses parties prenantes, de son rapport à la société. Ça renvoie à ce qu'on a vu précédemment, à son rôle politique, mais également de se poser la question de qu'est-ce qu'elle propose comme activité aux personnes qui contribuent à l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle propose à ses parties prenantes internes? Quel type de travail elle leur propose? Sachant que le travail, encore une fois, c'est un des éléments qui va définir la manière dont la personne peut, elle, être contributrice du fonctionnement de la société. Je contribue au fonctionnement de la société en premier lieu par mon travail au sein d'une entreprise. Si l'entreprise ne donne pas de sens à ce travail, ma place dans la société perd une partie de son sens. Pour que les individus puissent être partie prenante de cette société à travers leur travail, d'abord le premier élément, bien évidemment, c'est qu'ils aient du travail. Or, dans des sociétés qui sont marquées par la crise économique, on le voit bien, par des taux de chômage relativement importants, c'est pas si évident que ça, et toute une partie des personnes qui pourraient contribuer sont aux portes de l'entreprise et aux portes du travail, mais en dehors. La deuxième idée, c'est que le travail ne soit pas un travail appauvri, qui se réduisent finalement à de la réalisation de tâches sans que l'individu qui réalise ces tâches soit véritablement contributeur d'une œuvre, contributeur d'un projet. Alors pour définir ce qu'on entend véritablement par le travail, on pourrait se référer aux travaux de Hannah Arendt, qui dans Conditions de l'homme moderne nous propose une grille d'analyse finalement. Alors une grille d'analyse où elle s'inspire de l'organisation de la société grecque antique. Donc il faut bien évidemment prendre du recul par rapport à ça. Néanmoins, Hannah Arendt nous propose 3 dimensions pour une activité humaine. Le travail, la réalisation des tâches, l'activité laborieuse. Deuxième dimension, c'est l'agir créatif, la capacité à faire une œuvre, la capacité à être créateur, la capacité à avoir des idées, à apporter de l'innovation. Et la troisième dimension, c'est l'agir politique, la capacité à contribuer à la définition du sens, à la définition du projet. Donc pour Arendt, une activité humaine, ce serait une activité qui regrouperait finalement ces 3 dimensions-là. La capacité laborieuse, la capacité de création et la capacité d'agir politique, la capacité à donner du sens. Donc un travail va être une activité humaine si on peut dépasser dans l'activité de travail simplement la capacité de production, c'est-à-dire la capacité à réaliser des tâches. Et si on est capable de mobiliser chez la personne qui travaille son agir créatif, si on est capable également de l'impliquer dans la définition du projet. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde devient chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que tout le monde devient manager, mais ça veut dire qu'on reconnaît aux salariés une certaine intelligence de leur situation de travail. Alors cette situation, elle peut être restreinte, comme elle peut être très élargie et concerner une grande partie de l'entreprise. Mais à chaque niveau, on va reconnaître aux salariés non seulement la capacité à réaliser des tâches, mais aussi la capacité à contribuer à la définition de l'organisation du travail, au management même de l'organisation du travail. C'est après tout ce qu'on voit dans l'industrie depuis déjà un certain nombre d'années, de plus en plus dans les services, lorsqu'on parle d'équipes autonomes de production. Il s'agit bien de reconnaître la capacité des salariés, non seulement à faire le travail, mais aussi à le manager, à le gérer, avec l'appui toujours bien évidemment on va dire de moins en moins d'un chef, mais d'un manager qui est là pour leur apporter du soutien, pour résoudre également des problèmes techniques en tant qu'expert, et puis pour les aider à s'organiser. Et puis des salariés qui vont avoir ces 2 dimensions-là, mais aussi une dimension de contribution au sens, c'est-à-dire de contribution au projet de l'entreprise véritablement. Pas au projet de l'entreprise qui consiste à dire voilà quelles sont nos grandes valeurs. Ça bien évidemment c'est important de se les poser pour une entreprise. Alors quelles sont ces grandes valeurs? Mais le projet concret de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise? C'est quoi notre job? C'est quoi notre boulot? C'est quoi notre métier? Comment on contribue au progrès de la société et au bien-être de la société, j'allais dire matériellement finalement. En faisant quoi? Est-ce qu'on fabrique de bons gros bateaux? Est-ce qu'on fabrique de bons avions? Est-ce qu'on rend de bons services aux autres entreprises, aux personnes, etc. Bref, c'est quoi notre idée? Pourquoi on est là?
Et la capacité de l'entreprise à dire aux acteurs pourquoi ils sont là et à les associer à la définition de pourquoi on bosse, la capacité également à leur confier ce pourquoi ils sont plus intelligents et plus pertinents, c'est-à-dire l'organisation immédiate de leur situation de travail, et puis la bonne réalisation du travail, les bonnes conditions pour réaliser le travail, ces éléments sont déterminants pour faire du travail véritablement une activité humaine. Or, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans l'évolution des entreprises? On observe très souvent une situation un peu paradoxale. D'un côté, on a un discours des entreprises qui est de plus en plus un discours pour susciter une implication des acteurs au-delà justement de leur force de travail. On va solliciter de plus en plus leur capacité de création, on va solliciter de plus en plus leurs émotions. On parle de management des émotions aujourd'hui. Donc, de management de la création, management des émotions, une implication affective de la part des salariés, etc., etc. Donc, une implication de plus en plus de leur personne. Alors, je voudrais reprendre le slogan d'une entreprise de restauration rapide américaine, qui dans ses campagnes de recrutement dit « Venez comme vous êtes ». C'est bien identifiant. Je viens comme je suis. Ok, je viens donc en tant que personne au travail. Ouais, si vous voulez que je vienne en tant que personne au travail, si je suis une femme musulmane pratiquante qui porte le foulard, il ne faut pas vous étonner si je viens effectivement au travail avec le foulard. Après tout, vous l'avez sollicité. Donc, ce fait religieux qui arrive au travail, c'est la personne qui arrive au travail. Et il faut accepter que cette personne, elle ait effectivement des choses qui la distinguent des autres, qu'elle ait des choses personnelles. Et la religion et l'engagement religieux font partie des éléments personnels. Donc on ne peut pas d'un côté vouloir finalement des salariés qui seraient neutres sur le fonctionnement de l'entreprise, et de l'autre côté, avoir des salariés qui s'engagent personnellement. Si je veux que mes salariés fassent autre chose que simplement me fournir de la force physique ou de la force intellectuelle pour simplement résoudre des problèmes ou mettre en place des process qui sont définis en amont des situations de travail, je vais les utiliser comme des outils. Mais si je veux mobiliser ce qu'ils sont au-delà, leur capacité à être innovants, à apporter des choses, à être créateurs, si je veux également les impliquer dans le projet, il faut accepter qu'ils s'impliquent en tant que personne. Or aujourd'hui, encore une fois, on va accepter les deux premiers éléments, on va accepter que les gens travaillent, et de plus en plus, et très souvent de manière un peu dérégulée. On va accepter également qu'ils soient apporteurs d'idées, on va valoriser ce qu'on appelle l'innovation ordinaire, l'innovation de tous les jours, la capacité à faire évoluer les choses, etc., à être contributeur de l'organisation. Mais en même temps, on va leur dire, le projet de l'entreprise, la dimension politique finalement du travail, elle ne vous concerne pas. Soyez neutre par rapport à ça. Et on va avoir des relations d'emploi et de travail qu'auparavant on pouvait appréhender, je pense là aux travaux de chercheurs français comme Laetitia Piel ou Norbert Alter, qui sont des travaux qui proposaient de regarder les relations d'emploi et les relations de travail à travers la grille de Marcel Mauss, c'est-à-dire en termes de don contre don. Je donne à l'entreprise reçoit ce que je donne, elle est capable de le valoriser et elle me contredonne, elle m'apporte des avantages en retour, une progression de carrière, etc. Et ça soutient mon implication dans une carrière organisationnelle à long terme. On a cette dynamique-là qui de plus en plus semble être remplacée par une dynamique contractuelle. Je t'achète ta force de travail, je t'achète tes idées, mais une partie de tes idées simplement, tes idées qui vont concerner ta situation de travail. Au-delà, surtout, tu ne t'impliques pas. Je ne veux pas savoir ce que tu es en tant que personne, ce qui m'intéresse, c'est juste quelques éléments de toi, quelques compétences, tes compétences en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, etc., mais pas au-delà. Surtout, ne t'implique pas en tant que personne porteuse d'un agir politique ou d'un agir créatif un peu élargi. Tout se passe finalement comme si les entreprises voulaient acheter chez chaque personne une partie de ce qu'elles sont et que si les salariés pouvaient arriver au travail en déposant aux portes de l'entreprise une partie de ce qu'ils sont pour ne consacrer à l'entreprise qu'une partie d'eux-mêmes. Ça, on a vu que ça peut donner des résultats qui, pour les salariés comme pour l'entreprise, ne sont pas des résultats optimaux, peuvent même être éventuellement dangereux. Finalement, l'entreprise, qui est encore une fois au cœur de la société libérale, semble être incapable de faire vivre le libéralisme en son sein. En tout cas, un certain nombre d'entreprises modernes ont cette problématique. On va avoir des chefs d'entreprise qui appellent à plus de libéralisme, mais finalement, quand on regarde à l'intérieur des entreprises, on regarde des fonctionnements qui sont, d'une certaine manière en tout cas, des fonctionnements disciplinaires, dans lesquels on va demander une certaine discipline aux individus, on va essayer de discipliner leur comportement et discipliner leur implication. Alors il va de soi, bien évidemment, que le projet de l'entreprise, c'est entre les mains de l'entrepreneur. Mais il ne faut pas que ces entrepreneurs et que ces dirigeants d'entreprise aient peur, finalement, d'ouvrir la mise en œuvre de ce projet à l'intelligence des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dit autrement, il ne faut pas qu'ils aient peur de libéraliser le fonctionnement de l'entreprise pour libérer tout simplement les énergies créatives et politiques qui sont dans l'entreprise.